Votre émission vous est présentée par l'éco-organisme Trécodec, gestionnaire de vos déchets réglementés en Nouvelle-Calédonie. Ensemble, protégeons notre île. Bonjour François. Bonjour Elisabeth. Ça va? Très bien et toi? Ouais, très bien. Alors toi, tu es un passionné de vélo à tel point que tous les jours, quelles que soient les conditions météo et de circulation, tu te rends à ton travail avec ton deux roues. Exactement, c'est ce qu'on appelle le vélo taf. D'accord, donc tu es un vélo taffeur. Tout à fait. Et je te propose de m'accompagner, comme ça je vais t'expliquer en quoi ça consiste. D'accord, on a quelle distance à parcourir? 3 km. Ok, c'est vite fait. ça va. Allez, je te suis. Aujourd'hui, de nombreuses villes à travers le monde envisagent l'avenir débarrassé des véhicules polluants, voire de limiter la circulation des véhicules individuels et de favoriser la circulation en deux roues. Qu'en est-il à Nouméa? Donc c'est un petit parcours que je fais tous les jours aller-retour à vélo. Et du coup, si je prenais ma voiture qui pèse 1,5 tonne, c'est-à-dire 25 fois mon poids, l'énergie consommée pour faire ce trajet pendant un an, ça émettrait une demi-tonne de CO2. Donc c'est l'équivalent d'un aller-retour en avion entre Tontouta et Sydney. C'est juste énorme. Oui, oui. Alors que là, tu déplaces un vélo qui pèse en moyenne quoi, 12 kg? 12 kg et du coup ça me permet de faire aussi du sport, hein, c'est bon pour la santé. Donc en me déplaçant, je fais du sport, c'est bon pour le cœur. Et les vélos taffeurs, c'est bien connu, ont 15% d'arrêt maladie en moins. Oui. Voilà, oui, c'est tout bénef pour le travail, hein, pour la collectivité. Et ce qui se dit, c'est que les études ont montré qu'1 euro investi dans une piste cyclable, c'est 7 € d'économie pour la collectivité, en dépenses de santé. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Alors, tu vois Elisabeth, là on va arriver devant un obstacle. Alors ça c'est une des difficultés rencontrées par les personnes qui se déplacent à vélo à Nouméa. C'est ce genre d'incivilité qui fait qu'on est gêné dans nos déplacements à vélo. Voilà, donc une voiture qui est stationnée sur une piste cyclable. Alors justement, quelle est la différence entre une piste et une bande cyclable? Alors tu vois, une piste cyclable, c'est ce qu'on est en train de prendre aujourd'hui, actuellement. C'est une voie qui est hors du trafic routier. Donc une voie réservée aux cycles et qui se situe vraiment protégée du trafic routier. Et une bande cyclable, c'est une bande de peinture en fait, c'est une ligne peinte sur la route qui permet de matérialiser le chemin emprunté par les vélos, mais c'est une voie qui est sur la chaussée, qui est sur la route. Donc on n'est pas séparé des voitures, on est juste sur le côté des voitures. Alors, les aménagements de voies cyclables dans leur ensemble se sont beaucoup développés ces dernières années sur Nouméa. Quelle distance aujourd'hui on peut parcourir à vélo dans la ville en étant protégé? Alors aujourd'hui à Nouméa, il y a environ 30 km de voies cyclables, donc à la fois des pistes et des bandes cyclables. Et parmi ces 30 km, il y en a la moitié qui sont hors chaussée, donc il y a la moitié de pistes cyclables, ça fait à peu près 16 km en fait. 16 km de pistes séparées de la route, essentiellement sur la promenade Vernier, qui en réunit 10 km à elle toute seule. Voilà, donc la difficulté aujourd'hui, c'est d'accéder au centre-ville de Nouméa par des voies sécurisées. Il y a très peu, à part celle-ci, il y a très peu de cyclables
il y a très peu de pistes cyclables qui permettent d'aller au centre-ville. Ah. Ça y est, c'est vert, on y va. Il reste encore pas mal de choses à faire pour favoriser l'écomobilité et notamment les déplacements à vélo en ville. Exactement, alors la ville de Nouméa a un schéma cyclable qui permettra de développer le réseau cyclable sur Nouméa. Et dans l'immédiat, dans les projets qui existent à court terme, il faut signaler le projet qui va relier le rond-point de l'Eau Vive au quartier de Latin, qui sera une vraie piste cyclable séparée de la route. Également le projet de piste cyclable de Nouville, qui permettra aux étudiants d'aller à l'université à vélo. C'est bien ça. Nous avons un projet également porté par la province sud de relier Ducos à partir de Rivière-Salée. Et un dernier projet qui consistera à doubler la voie de dégagement est à partir du rond-point Almaméto jusqu'à l'ancien péage de Tina dans un premier temps. C'est l'occasion de vérifier que ces freins sont corrects. Donc là on va rentrer à la province sud. Alors on va signaler notre arrivée. Et maintenant je vais te présenter donc, ma collègue Olivia, qui est chargée d'écomobilité à la province sud et qui va t'expliquer ce qui a été mis en place par cette collectivité au niveau de la province. Bonjour Olivia. Bonjour Elisabeth. Alors la province sud a mis en place un certain nombre d'actions pour favoriser la mobilité. En quoi est-ce que ça consiste? Alors c'est vrai que la province elle est engagée dans une démarche écomobilité depuis plusieurs années, notamment avec la réalisation d'un plan de déplacement d'administration. Donc elle a mis en place un certain nombre d'actions et notamment la mise à disposition d'une quinzaine de vélos assistance électrique pour les déplacements des agents. Ah, c'est bien donc, ça. Je me rends justement à une réunion, donc si tu veux m'accompagner, on y va. Oh, mais avec plaisir. Comme ça, je vais tester le vélo électrique. C'est parti. Allez, je te suis. Alors en plus d'avoir mis à disposition des véhicules, des vélos assistance électrique, on a aussi travaillé sur l'organisation du travail avec le développement du télétravail. Donc pour les agents, on a mis aussi à disposition des espaces de coworking pour les personnes qui habitent très loin et qui sont donc éloignées de leur lieu de travail. On travaille aussi au verdissement de notre flotte, donc avec l'achat de véhicules hybrides et tout récemment de véhicules électriques. D'accord, donc tout ça, ça participe au développement de l'écomobilité. Exactement. C'est organisation du travail et véhicules. Voilà, exactement. Bon, bah, on va peut-être mettre le turbo et puis on va s'engager dans la circulation aux côtés des voitures. Ça roule. Ça roule. Le vélo électrique, c'est formidable, mais d'une manière générale, tout le monde ne peut pas faire du vélo. Je pense notamment, effectivement, il y a la météo, il y a effectivement quand même l'effort musculaire qu'il faut fournir, et puis il y a les familles. C'est pas toujours évident de pouvoir faire du vélo. Donc il peut aussi utiliser le transport collectif. Et puis le covoiturage. Oui, effectivement. Parce qu'on voit quand même beaucoup de véhicules avec des personnes seules à bord. Tout à fait. Alors on travaille aussi sur le volet covoiturage. On a mis en place un schéma global de développement du covoiturage. Et justement là on va lancer très prochainement un appel à projet pour la création d'une application pour la mise en relation des covoitureurs. Donc voilà, on va retrouver aussi ce même type de schéma pour le développement des modes actifs, donc la marche et le vélo. Donc on a, nous, défini des priorités d'aménagement des voiries provinciales, donc sur les grands axes structurants, pour permettre aux agents de venir à vélo, ou enfin tous les administrés d'ailleurs, pour leur permettre d'avoir des axes sécurisés. On a été d'ailleurs lauréat d'un appel à projet métropolitain qui s'appelle Fonds Mobilité Active. L'État nous verse des fonds pour justement aménager des discontinuités cyclables qui sont sur notre réseau. Merci bien pour cette balade à vélo électrique dans la ville, Olivia, c'était vraiment super. Merci Elisabeth. Très agréable. Merci. L'électromobilité est un outil de l'écomobilité et une composante essentielle de la transition énergétique.
Elle pourrait être l'un des catalyseurs de l'évolution vers la mobilité durable qui privilégie la combinaison de tous les modes de déplacement. Bonjour Loïc. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors écoute, depuis ce matin, je teste des moyens de déplacement un peu différents. Donc j'ai commencé par les vélos musculaires, j'ai ensuite fait du vélo électrique, là je viens de faire un petit peu de marche sur la place des Cocotiers et maintenant je compte sur toi pour me faire découvrir un autre véhicule qui soit non polluant, c'est-à-dire qui n'émette pas de gaz à effet de serre. Mais parfait, écoute, je te propose qu'on fasse un petit tour en véhicule électrique. Ça y est, On est parti. c'est parti. C'est vraiment très silencieux quand on est à bord. C'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de bruit de combustion, il n'y a pas de moteur qui brûle, donc de l'essence ou du gasoil, donc forcément c'est super silencieux, on n'a que le bruit des pneus. Alors, c'est une voiture silencieuse, c'est une voiture écologique puisqu'elle n'émet pas donc de gaz carbonique. Mais qu'en est-il des batteries? Alors, y a-t-il des terres rares à l'intérieur des batteries info ou intox? Alors c'est une intox, il y a effectivement des terres rares qui sont présentes en petite quantité dans les différents éléments de la voiture, comme pour le véhicule thermique. Par contre, il n'y en a pas dans les batteries, on n'utilise que du lithium, enfin la technologie lithium-ion. Et qu'en est-il de l'utilisation du cobalt sans éthique? Alors c'est justement un élément, le cobalt, un élément constitutif des batteries. Aujourd'hui, il y a effectivement une polémique sur l'utilisation de cobalt sans éthique pour l'utilisation des batteries, c'est un élément constitutif de la batterie. Il s'avère que les producteurs de batteries aujourd'hui garantissent finalement que le cobalt qu'ils utilisent provient de grosses mines dans des grands groupes miniers comme on retrouve en Nouvelle-Calédonie. Eux répondent à des standards en termes de qualité et de normes RSE et des normes de travail internationales. Et est-ce que ce véhicule électrique représente des déchets complexes en fin de vie qui sont compliqués à recycler? Je dirais que comme un véhicule normal, aujourd'hui c'est un véhicule, c'est un assemblage de plusieurs éléments qui sont plus ou moins impactants pour l'environnement et producteurs de déchets, complexes à traiter. En revanche, effectivement, la spécificité, c'est cette batterie. Et la batterie, aujourd'hui, compte tenu de ses composants, est de plus en plus recherchée par les producteurs eux-mêmes pour pouvoir les récupérer et faire en sorte qu'ils puissent les recycler, les différents éléments qui le constituent. Donc on est dans une approche finalement de upcycling, c'est-à-dire qu'on récupère le déchet pour le reprendre. On peut donc dire que la voiture électrique aujourd'hui est un véritable véhicule écologique? On peut, à condition que l'énergie qu'on injecte dans les batteries soit une énergie propre et renouvelable. Donc. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est aussi une voiture qui est très chère à l'achat et de ce fait elle n'est pas à la portée de tous les porte-monnaies. Oui, si on compare avec un véhicule de la même catégorie, c'est effectivement un investissement beaucoup plus important qui s'explique aujourd'hui par le prix des batteries qui augmente très significativement le prix du véhicule. Alors, en dehors du prix, il y a quand même un autre frein à l'acquisition d'un véhicule électrique aujourd'hui, c'est l'autonomie et la recharge. C'est-à-dire qu'en dehors de Nouméa, il n'existe pas encore de réseau avec des bornes de recharge. Non, exactement. Il n'existe pas de réseau de bornes de recharge. En revanche, c'est ce sur quoi aujourd'hui on travaille avec l'Agence calédonienne de l'énergie et les concessionnaires, que ce soit EEC et Nercal, pour que les usagers des véhicules électriques puissent, dans un avenir très prochain, se recharger un petit peu partout au besoin. Donc là, on arrive effectivement sur un emplacement de stationnement dédié aux véhicules électriques. Donc au niveau de la manipulation, c'est relativement simple. On prend notre câble, je branche ici, tac, voilà. Et de l'autre côté, je déroule, hop, mon câble d'alimentation que je branche sur ma borne. On entend le petit bruit qui nous indique effectivement que ça démarre. Et là, voilà, l'indicateur lumineux qui change pour nous dire que
la charge du véhicule a commencé. En fait, j'aimerais bien continuer mon périple des moyens de transport de Nouméa, donc j'aimerais prendre le néobus D'accord, et à quel endroit est-ce que tu souhaites le prendre? à la rivière Salée. D'accord, bah écoute, je te propose qu'on y aille avec une autre voiture électrique, puisque celle-ci est en cours de recharge. D'accord. Et si tu es d'accord, bah, je te propose de la conduire toi-même. Merci Loïc pour cette découverte de la voiture électrique. Merci Elisabeth. Et puis bah écoute, je continue ma petite balade et je vais prendre le bus. Le transport est un secteur privilégié pour l'introduction des énergies renouvelables et pourrait être l'ambassadeur de la transition écologique. Qu'en est-il du transport maritime ? Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Elisabeth. Je viens te voir aujourd'hui pour parler des transports. J'aimerais savoir si ce secteur représente une part importante de l'empreinte carbone de la Nouvelle-Calédonie. Alors le secteur du transport représente à peu près 15% des transports tout confondus au niveau de l'empreinte carbone, mais il est important surtout dans le fait où tu peux agir assez facilement pour diminuer cette empreinte carbone. Donc on introduit depuis quelques années de plus en plus d'énergie verte dans le secteur des transports, dont une dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'hydrogène. Qu'est-ce que c'est exactement ? L'hydrogène, c'est avant tout un atome, l'atome le plus répandu dans l'univers. Mais peut-être aussi le plus rare sur la Terre, à l'état naturel. À l'état naturel, effectivement, c'est le plus rare, mais la Nouvelle-Calédonie fait partie des 5 endroits sur Terre où on trouve de l'hydrogène à l'état naturel. On ne sait pas la quantité, on ne sait pas comment on va pouvoir l'utiliser, mais il est là. Donc ce n'est pas l'hydrogène qu'on utilise aujourd'hui comme source d'énergie pour les moteurs, on le fabrique. Aujourd'hui, on fabrique l'hydrogène à partir de l'eau douce ou de l'eau de mer, et je t'invite à aller voir un navire qui utilise ce modèle de fabrication. Bonjour capitaine. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Bon, je suis ravi de vous recevoir. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le catamaran Energy Observer. Donc, où voilà, on essaye donc de tester tout un tas de techno dans un univers hostile qu'est la mer. Et la grosse particularité du bateau, c'est qu'ici il y a 0 rejet CO2 et de rejet de particules fines. Alors ça représente quelle surface les panneaux solaires sur le navire ? Alors on a 202 mètres carrés, donc ce qui représente en puissance théorique à 33 kWh crête. Donc ça veut dire quand le soleil est au zénith pour chaque panneau. Alors le solaire, c'est une des 3 énergies vertes qui est utilisée à bord du bateau. Donc là, ils sont très visibles. Tout à fait. Il y a une autre énergie qu'on ne voit pas mais qu'on devine. Voilà, il nous fallait un moyen de tracter le bateau donc, avec le vent. Et donc c'est là où on a ces prototypes. Donc c'est des ailes, Ocean Wing. Donc ces ailes, donc indirectement, quand on va avoir suffisamment de vitesse, ça va entraîner nos hélices de propulsion et nos moteurs de propulsion qui sont électriques sont réversibles et ils vont devenir générateurs. Donc là on va faire de l'hydrogénération. Et donc voilà pour le panel d'énergie renouvelable que nous avons à bord. Mais c'est pas la principale énergie du bateau, ça reste l'hydrogène. Pas que, c'est vraiment ici, c'est la mixité énergétique. C'est vraiment entre les énergies renouvelables et l'hydrogène. Et donc là, nous, le modèle, c'est vraiment donc l'hydrogène, il est particulier parce que c'est de l'hydrogène vert. Donc c'est-à-dire qu'il est produit grâce aux énergies renouvelables à bord. Okay, donc c'est-à-dire quand on va se retrouver à 100% sur nos batteries, tout ce surplus d'énergie, tout cet excédent d'énergie va nous servir à en fait lancer toute notre chaîne hydrogène pour produire de l'hydrogène.
directement à partir de l'eau de mer. On va pomper l'eau de mer, ça va passer par un désalinisateur. Donc un premier étage va nous produire l'eau potable pour les besoins courants du bord, hein, cuisine, salle de bain. Et ensuite, il va y avoir 2 étages supplémentaires, donc par osmose inverse. Là, on va produire de l'eau déionisée, de l'eau pure. Pure, c'est l'eau, un peu, si vous voulez, l'eau déminéralisée du fer à repasser. L'électrolyseur, lui, va casser la molécule d'eau. Donc on va obtenir de l'oxygène, de l'hydrogène. Et en fait, on garde que l'hydrogène qui va passer dans une chaîne de purification, de déshumidification pour être le plus pur et sec possible. Il va passer ensuite donc, dans 2 étages de compression parce qu'on va le compresser pour pouvoir en stocker plus avant de le stocker donc, dans des bouteilles. Alors justement, le schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie prévoit une réduction de l'empreinte carbone des transports de 15% à l'horizon 2030. Est-ce que justement, alors l'hydrogène, mais aussi bien sûr toutes les autres sources d'énergie renouvelable sont envisageables, notamment dans le secteur maritime, Jean-Christophe? Je dirais même particulièrement dans le secteur maritime, parce qu'aujourd'hui, le secteur maritime constitue un des viviers où on va pouvoir transformer un peu nos systèmes de motorisation pour passer donc avec tout ce qu'on a dit sur des technologies qui en fait n'émettent pas de CO2. Et aujourd'hui, on peut imaginer, ce qui n'existe pas encore, de compléter notre maillage de transport terrestre avec un maillage de transport maritime. Là, on est dans une baie, on peut imaginer qu'à l'horizon 2022, on ait une navette maritime qui permette de relier Moselle à Nouville, qui permette de relier Nouville à Ducos à Païta, et pourquoi pas aussi de relier ce qui est l'expérimentation qu'on a faite, mais de façon beaucoup plus importante, le Mont d'Or à Nouméa. Tout ça, c'est des projets qui aujourd'hui ont du sens parce qu'on sait transporter les gens à partir de moyens qui utilisent des énergies renouvelables. C'est à mon avis, et à l'avis de beaucoup de Calédoniens, une opportunité à saisir pour aujourd'hui utiliser l'hydrogène en Nouvelle-Calédonie, mais aussi ce qu'on vient d'évoquer avec d'autres modèles de propulsion. Que manque-t-il aujourd'hui pour que l'écomobilité se déploie? Eh bien, comme toute problématique à solutionner, une partie de la réponse est structurelle. Il faut bien sûr des voies dédiées au mode doux, comme celle sur laquelle on est en train de rouler. Il nous faut des véhicules électriques, mais aussi des réseaux de recharge de ces véhicules. Et il nous faut de la mixité urbaine avec tous les services rassemblés dans un même quartier pour faire de petits déplacements. Alors, tout cela implique tout de même qu'on doive changer nos comportements. C'est l'autre partie de la solution, à savoir quel choix tu fais pour acheter ton véhicule, pour réduire ton empreinte écologique, quel mode de conduite tu adoptes. Est-ce que tu conduis sportif ou est-ce que tu conduis plus tranquillement? C'est ce qu'on appelle l'éco-conduite. L'éco-conduite, exactement. Est-ce que tu choisis de prendre ton vélo pour des petits trajets ou pas? Est-ce que tu fais 10 déplacements en voiture dans la journée ou est-ce que tu t'arranges pour regrouper tes déplacements et faire le supermarché, le coiffeur, le quai d'apport volontaire dans un même trajet? Mais Elisabeth, ces réponses comportementales et structurelles n'auront un véritable impact que si elles sont soutenues par les politiques publiques et particulièrement, ce que l'on attend, par une fiscalité qui permet cette écomobilité. Entre autres, le bonus écologique dont on a pas mal parlé. Prochainement, le schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie doit être proposé à consultation publique des Calédoniens. Il va falloir être vigilant et ambitieux pour que l'on retrouve justement cette ambition politique de l'écomobilité. Le développement de l'écomobilité n'a de sens que s'il est assuré par des sources d'énergie renouvelables et non des fossiles. Néanmoins, il reste le problème des batteries dont on a besoin pour stocker l'énergie. Oui, Loïc t'expliquait qu'il n'y avait pas de terres rares dans les batteries. Par contre, il y a des métaux rares, du vanadium, du lithium. Quel est le lien, Elisabeth, entre ta batterie, cette gousse de vanille, et le Salar de Uyuni, à savoir un écosystème incroyable du sud de la Bolivie? Écoute, je ne sais pas, mais tu vas me l'expliquer. Bon, eh bien, dans ta batterie, tu as du lithium. Ce lithium, où est-ce que tu vas le chercher? Tu vas creuser des mines. Où ça? Entre autres, dans des endroits exceptionnels, comme le Salar de Uyuni, où on a trouvé l'une des plus grandes réserves mondiales de lithium.
Et cette gousse de vanille, eh bien, il y a quelques temps, tu as entendu parler dans les médias de chercheurs allemands qui ont mis au point une batterie qui fonctionne à quoi? À l'extrait de vanille, à la vanilline. Donc, en Calédonie, on sait produire de la vanille, ça veut dire qu'on a le lithium calédonien. Et oui, on a beaucoup de savoir-faire dans ce domaine-là. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que une simple voiture Tesla Model S contient 63 kg de composés de lithium, ce qui représente l'équivalent du lithium de 10 000 smartphones. Alors, dans les batteries, il n'y a pas que du lithium et du vanadium, il y a d'autres métaux également. Et il y en a un qu'on connaît très bien, puisque c'est le nickel. On ne peut pas imaginer produire du nickel pour les batteries de nos voitures électriques et donc pour la transition énergétique avec du charbon. Donc il y a une question de cohérence, que ce soit produit avec des énergies renouvelables, mais aussi la cohérence elle est plus large, c'est-à-dire c'est l'empreinte écologique de l'extraction et la transformation de ce nickel qu'il faut forcément réduire drastiquement, donc l'impact sur la biodiversité, sur l'eau, pour que ça devienne un nickel qui soit vraiment éco-responsable pour la transition énergétique et la transition écologique dans son ensemble. Et est-ce qu'on pourrait envisager d'offrir une seconde vie aux batteries électriques? Oui, tout à fait, puisqu'en effet, une batterie, par exemple de voiture électrique, perd progressivement une capacité de charge et donc n'est plus opérationnelle pour le véhicule. Par contre, elle peut être recyclée en stockage de l'énergie pour les bâtiments. Et c'est d'ailleurs au niveau national ce que le WWF France et l'ADEME promeuvent. Alors on l'a vu, le développement de l'électromobilité va permettre donc de réduire l'empreinte carbone du secteur des transports, mais est-ce qu'il pourrait également participer à la réduction de l'empreinte carbone d'autres secteurs? Alors il pourrait le faire si par exemple les véhicules électriques, quand ils sont raccordés au réseau, donc branchés sur le réseau électrique, fonctionnaient en V2G, à savoir véhicule to grid, véhicule vers le réseau. Donc l'énergie stockée dans les batteries pourrait, en cas de pic de consommation électrique, être réinjectée dans le réseau et comme ça répondre à ce besoin d'électricité plus important. Et on n'aurait pas à utiliser des modes de production électrique extrêmement coûteux et polluants que sont aujourd'hui les turbines à combustion à kérosène de Ducos. Donc il existe beaucoup de solutions et on peut dire qu'aujourd'hui à grande échelle, les choses sont déjà en route. À l'échelle citoyenne, on peut tous participer à cette transition. Par exemple, pour favoriser l'écomobilité, eh bien, on peut décider dès à présent que à partir du moment où j'ai quelque chose à faire dans un rayon d'1 kilomètre, eh bien, j'utilise mes jambes. La marche, eh bien, c'est très bon pour la santé. En plus, ça permet de rencontrer ses voisins, les gens dans la rue, et puis c'est très agréable. Dans un rayon de 3 km, je peux décider d'emprunter mon vélo. Là aussi, c'est bon pour la santé. En plus, c'est très agréable et on vit dans un pays où on peut en faire quasiment toute l'année. Et puis d'autre part, eh bien, si on peut aller ni à pied ni à vélo, qu'on doit aller plus loin, eh bien, il faut toujours penser à adapter son véhicule à ses véritables besoins. Votre émission vous a été présentée par l'éco-organisme Trécodec, gestionnaire de vos déchets réglementés en Nouvelle-Calédonie. Ensemble, protégeons notre île.